Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un journaliste africain qui a participé aux 2 sessions de 2024. Il va partager avec nous son expérience et son point de vue sur la vie politique en Chine. Bonjour, Monsieur Heribert Labelle-Iziajovi, bonjour. Bonjour Magie Aïn et bonjour aux téléspectateurs de CGTN français. Et vous êtes expert en relations internationales et gouverneur du magazine panafricain Le Label Diplomatique. Absolument. Je sais que c'est la première fois que vous participez aux 2 sessions. Vous êtes à Pékin, vous êtes allé sur le terrain. Quelles sont vos impressions ? Mais il faut dire que nous avons participé à 2 cérémonies gigantesques, splendides. La première cérémonie, c'est bien évidemment la cérémonie d'ouverture de la 2e section du 14e comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Et ensuite, le lendemain, la 2e section de la 14e Assemblée populaire nationale. Donc, je crois que c'est un moment qu'on ne peut pas raconter. Il faut être présent pour vivre cela. Et ces 2 sessions ont été lancées en présence du président Xi Jinping lui-même. Et nous avons vu pour l'ouverture de la session de la conférence consultative du peuple chinois plus de 2000 participants. Et pour l'Assemblée populaire nationale, plus de 3000 participants. Et en termes de journalistes, il y avait une centaine de journalistes venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie. On était très nombreux pour couvrir ces 2 grands événements. On voit que dans les 2 sessions, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, en fait, ce sont tous les aspects de la société chinoise qui ont été mis en avant pour mettre en discussion. Alors, quels sont les aspects qui vous intéressent le plus ? Mais je crois que cette édition 2014, déjà de la 2e section du 14e comité national de la conférence consultative du peuple chinois, ainsi que la 2e section de la 14e Assemblée populaire nationale, il y a en gros 6 points essentiels. Le premier point, c'est sur les questions économiques. Le 2e point, c'est sur les questions de gouvernance. Le 3e point, sur l'innovation technologique. Le 4e, sur la santé. Le 5e, sur la modernisation de la Chine. Et le 6e point, notamment, sur la diplomatie. Et donc, tous ces points sont essentiels parce que quand nous parlons d'économie, en 2023, la Chine a fait de bons qualitatifs. Parce que, en termes de croissance, malgré qu'il y a eu entre-temps la période du Covid qui est plus ou moins derrière nous, avec les réformes initiées par le gouvernement du président Xi Jinping, avec naturellement le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Et on peut constater que la Chine a fait un bond de 5% de croissance et en termes de PIB, on parle de 126 000 milliards de yuan. C'est quand même très important sur la scène internationale. Et puis, quand on parle des agglomérations urbaines, il y a plus de 12 millions d'emplois, de nouveaux emplois qui ont été créés en Chine en 2023. Et puis, quand on parle d'industrialisation, il est à constater qu'en 2023, la Chine a mis en service son avion gros porteur C919 et aussi au niveau de la navigation maritime, la Chine a mis en service un grand paquebot de croisière. Cela est très important. Et puis, quand on considère de façon générale la production et la vente de véhicules automobiles sur le plan international, la Chine a eu une part de 60%. C'est quand même très important. Et puis en termes d'innovation technologique, la Chine a fait un bond de 28,6%. C'est quelque chose quand même qui est à noter.
Et en ce qui concerne l'indice du prix de la consommation au niveau des ménages, on a parlé d'un bond, même si ça paraît minime, c'est quand même important, de 0,2%. Et puis, en termes de niveau de vie, tout ça, on a vu qu'il y a un certain bond de près de 3 à 5%. Je pense que tout cela, c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Et puis, en termes de production céréalière, on a parlé quand même de pas moins de 695 millions de tonnes de céréales en 2023. Je pense que c'est des chiffres qui sont très importants. Et puis, il y a des perspectives par rapport à 2024. Mais avant de parler de 2024, il faut souligner quand même qu'en 2023, il y a deux aspects. C'est que c'est la première année de l'exécution des actions gouvernementales suite au congrès du PCC, 20e congrès du PCC, et puis c'est la première année du nouveau gouvernement. Et donc par rapport à 2024, qui fera en même temps le 75e anniversaire du Parti communiste chinois, il y a des projections comme par exemple tout faire pour avoir une croissance de 5% supplémentaire, faire en sorte qu'il y ait 12 millions d'emplois, de nouveaux emplois, et faire en sorte qu'au niveau des énergies nouvelles, que la Chine travaille à diminuer les effets de gaz, l'utilisation des gaz à effet de serre de 2,5%, autant d'actions qui permettent vraiment de renforcer le quotidien des Chinois. Ce n'est pas la première fois que vous venez en Chine, donc à chaque fois il y a des nouveautés que vous constatez en Chine. Et cette fois, quelles sont les nouvelles découvertes que vous avez pu faire jusqu'ici? Ah, mais déjà, la première nouvelle découverte, c'est bien évidemment pour la première fois que je participe aux 2 sessions. C'est très important, ça m'a permis de toucher du doigt la démocratie à la chinoise, qui n'a rien à envier aux autres démocraties, sinon que les uns et les autres ont à revisiter leur propre démocratie, leur propre système démocratique. Et nous, en tant qu'Africains, je pense qu'en tirant expérience de l'expérience démocratique chinoise et en nous appropriant nos propres réalités intrinsèques en termes de sociologie, en termes de tradition et autres, nous pourrons construire notre démocratie, puisque actuellement, nous avons une démocratie transplantée de l'étranger. C'est la première chose qui m'a frappé et qui restera gravée dans ma mémoire. Et je viens d'ailleurs de participer à ces 2 sessions dans une période où, dans quelques jours, le 15 mars, je passerai quand même un autre cap dans ma vie. J'aurai 51 ans. C'est le plus beau cadeau que je pouvais obtenir pour mon anniversaire que de venir m'imprégner vraiment de cette expérience démocratique chinoise. Je pense que c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est bien évidemment en termes d'infrastructure. Les choses évoluent. Je suis venu seulement il y a quelques mois, 3 mois précisément. J'ai quitté Beijing le 6 novembre, mais aujourd'hui, je suis revenu en mars et j'ai vu que beaucoup de choses évoluent parce que lorsqu'il y a peut-être une voie qui a besoin d'être améliorée, ça se fait très rapidement. Et puis, lorsque vous voyez une construction qui est peut-être en démarrage, vous revenez quelques mois après, c'est un grand building, la Chine se construit suffisamment. Et ce qui doit rendre fiers les Chinois, c'est qu'il y a cette volonté de la part des autorités à divers niveaux de travailler à ce qu'il y ait une harmonisation des conditions de vie et des populations en ville, dans les agglomérations urbaines et des populations dans les agglomérations rurales. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, autre chose, je sens de plus en plus qu'en dehors du modernisme, que les populations chinoises, surtout la jeunesse, se penchent beaucoup plus vers la spiritualité. Cela est très important parce que ça permet aussi d'avoir une certaine concentration sur les choses et d'expérimenter de nouvelles perspectives. Et pour moi, personnellement, je pense que je viens ici pour la 6e fois dans le cadre de ce séminaire
organisé par le Centre international pour la presse et la communication de Chine, avec le concours du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais aussi, ce sera pour moi une occasion, durant ces 4 prochains mois, de m'approprier davantage de la Chine dans sa diversité. Cela est très important puisque en venant ici, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin, M. Peng Jintao, son Excellence M. Peng Jintao, m'a dit « Travaille à ce que, quand tu vas revenir, tu sois la référence béninoise de la coopération sino-africaine. » Alors, on a beaucoup parlé de l'économie chinoise. Vous avez avancé beaucoup de chiffres pour illustrer les nouvelles découvertes que vous avez faites pendant ces 2 sessions. Alors, quel est votre point de vue sur le rôle des 2 sessions dans la vie politique en Chine? Ah, mais je trouve que le rôle des 2 sections dans la vie politique chinoise est important. Parce que déjà, quand vous prenez la session de la conférence consultative du peuple chinois, en dehors du Parlement, qui est l'Assemblée populaire nationale, on donne la possibilité à d'autres partis qui ne sont pas forcément du Parti communiste chinois de donner leur point de vue, mais pas que, également des techniciens dans beaucoup de domaines, dans l'économie, dans les innovations technologiques, également dans la santé, dans bien de domaines, de venir pendant une semaine, alors confronter les idées, voir l'exécution du budget de l'année passée, donner leur avis technique par rapport au fait qu'ils représentent également des minorités ethniques. Tout cela, ça permet de donner vraiment un document qui reflète la volonté du peuple à la base. Et donc, ensuite, lorsque l'Assemblée populaire nationale se réunit, alors elle peut se pencher sur un document technique et apporter bien évidemment son avis politique de telle sorte que le Parlement chinois puisse jouer son rôle efficacement en tenant compte de ses propres expériences sur le terrain, mais aussi ayant l'avis des experts sur les différentes questions. Je pense que c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué au cours de ces 2 sessions. En Chine, on appelle ce processus, on voit que plus précisément les 2 sessions sont une pratique concrète de ce qu'on appelle en Chine de la démocratie populaire intégrale. Donc, avez-vous acquis de nouvelles connaissances sur cette conception par la participation des 2 sessions? Absolument. Et puis, je veux vous dire, pour quelqu'un comme moi qui suis venu de la République du Bénin, en Afrique de l'Ouest, dans les années 70 jusqu'à 90, on a connu le socialisme. Donc, par exemple, dans le temps, pour choisir le délégué du village, tout le monde se réunit, les villageois, et choisissent le délégué. Quand on veut choisir le maire, les gens se mettent sur la table et puis le peuple désigne directement celui qui peut être maire. Quand tu es sur la table et tu sais que tu es corrompu, tu n'es pas crédible, tu n'aimes pas le peuple, tu ne peux même pas te présenter. Et donc, vraiment, quand on se retrouve au Parlement, on a des personnalités qui ont le sens de la patrie et qui sont prêts vraiment à travailler pour le peuple. Et c'est ce que j'ai constaté durant ces 2 sessions, durant ces derniers jours. Cela m'a impressionné, ça m'a rappelé un peu mon adolescence, puisque j'étais adolescent quand le Bénin a été pays révolutionnaire, pays socialiste. Et donc, c'est extraordinaire, cette action double qui amène des représentants du peuple en tant qu'experts dans divers domaines à donner leur avis technique pour aider et le gouvernement et le Parlement à peaufiner leur travail. Le gouvernement exécutant son action gouvernementale et le Parlement votant des lois, contrôlant l'action gouvernementale et évidemment sanctionnant aux besoins, comme c'est le cas en République populaire de Chine. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui montre sur le principe une grande avancée démocratique, contrairement à ce qui se dit sur la scène internationale, notamment par les médias occidentaux. Je pense que permettre à ce que, d'une part, des experts qui sont citoyens du pays, qui vivent le quotidien des populations,
dans les différents secteurs d'activité et puis permettre à des parlementaires qui sont eux-mêmes l'émanation du peuple, depuis la base, depuis les quartiers, en passant par les communes, les provinces, pour arriver au niveau national, de se réunir et de se pencher sur les gros dossiers de l'État, que ce soit l'économie, que ce soit les innovations technologiques, la gouvernance de l'État, que ce soit la santé, la modernisation du pays, ainsi que les relations extérieures. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là également, je pense que la Chine peut servir d'exemple parce que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que quand on parle de démocratie, il n'y a pas qu'une seule démocratie et que la démocratie qui cherche à être une démocratie dominante, c'est-à-dire la démocratie occidentale, montre suffisamment ses limites. C'est juste un secret de polichinelle que de le dire. Donc, vous voulez dire que, au contraire de la définition dans les médias occidentaux, souvent de la démocratie, on peut avoir d'autres formes de démocratie, par exemple la démocratie en Chine ou la démocratie dans les pays africains, c'est ça? Ben, absolument, puisque c'est vrai que l'autre a dit que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement, mais de façon concrète. La démocratie occidentale qu'on nous vend tous les jours, mais de façon concrète, de quoi il s'agit? La plupart de ceux qui vont au Parlement sont des gens qui sont cooptés, c'est-à-dire choisis par des groupes de pression. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont connues du peuple. Et avec la démocratie qui a été exportée depuis le sommet de la Baule et puis partie des conférences nationales démarrées à partir du Bénin en 1990, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons dans nos parlements, et c'est une réalité, des personnes qui ne sont pas forcément, pas toutes, mais une bonne partie de ces personnalités ne connaissent pas les réalités profondes de nos populations, des populations de nos villes et de nos campagnes. Mais quand nous voyons ce qui se passe en République populaire de Chine, même si je n'ai pas le temps de tout savoir, déjà le fait que ceux qui sont représentants du peuple sont l'émanation du peuple depuis la base jusqu'au sommet, cela laisse entendre que sur les dossiers essentiels concernant le bas peuple, les représentants du peuple font un travail essentiel. Et puis, il y a deux choses qui me marquent dans la manière de percevoir la gestion publique en Chine. La première chose, c'est qu'on peut considérer, par exemple, le peuple comme l'eau et les autorités, ceux qui gouvernent, comme le bateau. Si le bateau va dans le sens du peuple, il sera bien conduit, il sera conduit à bon port, mais s'il navigue à vue, l'eau va l'avaler. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a dans la culture chinoise cette vérité imprimée dans le subconscient de tout Chinois que vous représentez vos familles et que vos familles peuvent à la limite vous bannir si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le travail et qui n'aimait pas travailler pour le sens patriotique pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc ces deux valeurs-là font que les représentants du peuple chinois, lorsqu'ils se retrouvent notamment à l'Assemblée populaire nationale, ils savent très bien qu'ils doivent défendre les valeurs intrinsèques des populations à la base qui sont prêtes à faire des sacrifices, mais qui en retour veulent que les autorités travaillent pour le bonheur de tout le peuple. Et cela, c'est essentiel. Et en tant qu'Africains, nous avons besoin vraiment de revisiter notre histoire et prendre exemple de ce que la Chine nous offre aujourd'hui pour revoir notre architecture socio-politique et surtout politico-administrative, parce que nous avons pour la plupart des systèmes qui sont en place mais qui ne répondent pas à nos réalités parce que dictés depuis l'extérieur, depuis les anciens colons. Alors, on va parler de l'Afrique. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Afrique. Alors, je crois que vous avez évoqué un peu les systèmes sociopolitiques qu'il y a. Il faut
on peut travailler ensemble, la Chine et l'Afrique. Et une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi, cette fois dans le rapport d'activité, la modernisation à la chinoise. Donc, les pays africains, ils entament aussi leur modernisation. Donc, il y a un écho à faire entre les deux parties en ce sens. Oui, absolument. Et le projet de gestion de l'État, l'action gouvernementale du président Xi Jinping pour 2024, en tout cas à partir de 2024, à travers ce socialisme à la chinoise de nouvelle ère, on sent vraiment que le président Xi Jinping veut rejoindre les deux premiers présidents de la Chine, à savoir le président Mao Zedong et Deng Xiaoping, parce que quand on regarde cette volonté d'ouverture qui est en train de s'exprimer, de s'amorcer, cela est très important. Et je pense que ce qui est appelé au cours de la deuxième section de la 14e Assemblée populaire nationale, investir en Chine, est quelque chose qui peut permettre vraiment de travailler davantage ensemble, notamment en tant qu'Africains, parce que nous savons que de par l'histoire, nous pouvons coopérer dans beaucoup de domaines et aussi tirer expérience de ce qui se fait ici de bien sur le plan politique à travers comment le système parlementaire est exprimé. Cela est très important, mais au-delà, ça ne vous a pas échappé qu'en septembre, lorsqu'il était question du sommet des pays des BRICS en Afrique du Sud, le président Xi Jinping avait annoncé, en dehors des 8 mesures, des 8 engagements de la Chine à travers la ceinture et la route, annoncé 3 mesures principales et qui répondent concrètement aux aspirations des Africains que nous sommes. La première mesure, c'est aider à l'industrialisation de l'Afrique, parce que la détérioration des termes de l'échange que nous avons connu suffisamment avec les anciens partenaires, les partenaires traditionnels que sont les anciennes puissances coloniales, c'est que l'Afrique est juste pourvoyeur de matières premières, l'Afrique est juste pourvoyeuse de matières premières et les produits manufacturés reviennent 3 fois, 5 fois plus cher. Maintenant, la Chine propose, entre autres, à ce que l'on aide l'Afrique à transformer une bonne partie de ces matières premières sur place et qu'en retour, qu'il y ait, par exemple, par rapport aux grandes rencontres qu'il y a notamment à Shanghai et autres, en ce qui concerne les foires commerciales, plus d'exportation et qui permettent d'avoir des devises. La deuxième proposition et la deuxième mesure du président Xi Jinping, c'est justement faire en sorte que nous puissions avoir la mécanisation agricole. Parce que, oui, nous produisons, il y a des terres et il y a la possibilité vraiment de beaucoup produire en Afrique, mais on a besoin de machines et toute une chaîne de production agricole. On parle d'agro-business et donc dans ce sens également, la Chine fait des propositions vis-à-vis de l'Afrique avec des mesures concrètes sur le plan financier. Et en troisième position, c'est bien évidemment former la jeunesse africaine en termes d'expertise, parce que nous avons besoin, en termes de formation professionnelle, à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les formations reçues par notre jeunesse et le milieu de l'emploi. Et donc, ces 3 mesures proposées par le président Xi Jinping sont des mesures visionnaires. Et le président Xi Jinping, à la matière, vraiment connaît un leadership mondial. Et l'Afrique est très intéressée à approfondir davantage la coopération avec la Chine parce que c'est une coopération concrète, c'est une coopération sur la base de la sincérité, sur la base du profit mutuel, le gagnant-gagnant, et sur la base du respect. Cela est très important. Quelles sont les opportunités de coopération entre la Chine et le Bénin dans le domaine de l'économie numérique ? Je crois que la dernière visite d'État du président Patrice Talon, du 29 août au 3 septembre 2023, a apporté un bond qualitatif dans les relations d'amitié, les relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Et dans ce cadre, il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère du Commerce de la République populaire de Chine
et le ministère de l'Économie, des Finances chargé de la coopération du Bénin, portant justement sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'économie numérique. Cela est très important, mais déjà, avant cela, il y a une bonne coopération entre le Bénin et la Chine en termes d'économie numérique. Le seul exemple déjà, c'est Huawei, qui est une grande entreprise chinoise en termes d'innovation technologique, qui travaille depuis bien des années au Bénin et qui même offre des bourses aux étudiants qui veulent évoluer dans le domaine de la recherche technologique. Cela est très important de le souligner. Et dans bien des domaines, la coopération sino-béninoise est allée en se renforçant et chaque année, c'est des centaines de fonctionnaires, mais aussi des gens qui sont d'autres métiers, d'entreprises et autres, qui viennent pour un renforcement de capacité, une formation approfondie, sans oublier les bourses d'études. C'est dire que la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Bénin, au-delà de l'économie numérique, est une coopération exemplaire et une coopération qui fait partie des premières sur le continent africain. Alors on sait aussi que cette année se tiendra le sommet du FOCAC à Beijing. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? Déjà, c'est très important que la Chine serve d'exemple sur le plan international, puisque on doit le reconnaître que le FOCAC a permis à d'autres puissances mondiales de se rajuster par rapport à leur vision de coopération avec l'Afrique, puisque la Chine mène sa coopération avec l'Afrique sur la base des besoins réels des Africains. Et je crois que le FOCAC 2024 permettra davantage de rendre opérationnels, notamment les 3 nouvelles mesures proposées par le président Xi Jinping, qui vont exactement dans ce que l'Afrique a toujours désiré depuis 60 ans, vraiment renforcer son tissu industriel, également aller vers plus d'agro-industrie, parce que ça permet vraiment et de créer des emplois et également de permettre de nourrir la population et avoir de la plus-value et puis faire des exportations. Et dans ce sens-là, je pense que l'amitié avec la Chine permet d'avoir, par exemple, des exonérations douanières pour venir en Chine. Le Bénin, qui est mon pays, dans le cadre de l'exposition universelle de Shanghai dernièrement, on a pu amener le pain du sucre, c'est-à-dire l'ananas béninois, qui a été bien valorisé. Le soja béninois aussi est valorisé sur place. Je pense que c'est des initiatives qui sont importantes et qu'il faut renforcer pour nous permettre de produire davantage pour la consommation locale, mais également pour les exportations. Je pense que c'est de ça qu'on parle en termes de relations gagnant-gagnant. Et puis, sans oublier le renforcement des capacités de notre jeunesse pour que notre jeunesse acquiert des compétences pour être davantage utile. Et aujourd'hui, en termes d'innovation technologique, je pense que la Chine est à la pointe de l'innovation technologique. L'année 2023, il y a eu des progrès de l'ordre de 28,6%. Et la Chine, chaque jour, ça fait la 6e fois que je viens en Chine, mais chaque fois que je reviens, la Chine est toujours en train de se transformer, de se moderniser. La Chine ne dort pas sur ses lauriers et je pense que c'est là également le secret du miracle chinois. Ok. Je vous remercie beaucoup, M. Ajovi, d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci à vous, Siessier.